commencer directement avec cette prochaine vidéo qui sera sur les algorithmes de tri. La dernière fois, on avait vu les algorithmes de recherche. Cette fois, c'est les algorithmes de tri. Donc, avant de lancer avec les différents types d'algorithmes, on va voir les critères, les critères basiques dans les algorithmes de tri. Donc, on peut avoir des critères qui permettent de choisir tel type d'algorithme ou tel autre type d'algorithme en fonction de l'espace qu'on veut optimiser ou en fonction de la vitesse d'exécution. Donc, sans tout lire ça, vous pouvez mettre pause pour lire. Donc, on a in-place sorting. Donc, en gros, ici, c'est lorsque l'algorithme de tri n'utilise pas de mémoire supplémentaire lorsque il est en cours d'exécution. Donc, vu qu'ici, par exemple, on trie des tableaux de données, si on ne crée pas d'autres tableaux, par exemple, de données qui vont en fait ajouter des opérations sur ce tableau, on va rester sur du O1, c'est-à-dire de la complexité niveau 1, parce qu'on n'utilise pas de mémoire en plus par rapport à ce que la fonction a pris en entrée. Donc ça, c'est pour les algorithmes in place. Donc on a aussi les online sorting, les algorithmes de tri en ligne. Donc ça, c'est des algorithmes de tri sur place, en place. Donc en place parce que ça se contente de trier, enfin ça trie des données qui sont déjà là et que vous avez déjà un tableau de données déjà, et puis vous avez juste à les trier. D'accord, le tableau ne grandit pas au fur et à mesure, il ne rétrécit pas, il est là fixe et puis on le trie. Mais dans le online sorting, le tableau peut être dynamique. Donc c'est dans le cas par exemple dans les bases de données où il peut y avoir des données d'utilisateurs qui entrent tous les jours ou bien des utilisateurs qui suppriment leurs données tous les jours. Donc, et chaque fois, on a toujours besoin de trier ces données pour qu'elles soient en ordre, par exemple alphabétique, qu'ils soient bien rangés dans la base de données. Donc, le fait de bien ranger la base de données aussi, c'est pouvoir mieux récupérer plus tard. Parce que quand c'est bien rangé, on peut facilement accéder à ces données, retrouver la donnée d'une personne rapidement. Donc, ça c'est pour ces deux catégories. On a stable sorting. Stable sorting, c'est quand ça a la capacité de garder l'ordre d'arrivée des données. Donc par exemple, ici c'est quand on a deux critères de tri. Donc on veut trier par exemple si on a un ensemble de données de paires valeurs de nom et date. Par exemple, le nom d'un article et la date où il a été acheté dans le cadre d'une boutique. On peut avoir un même article qui a été acheté 2 fois, mais il faut que les dates soient en ordre en fait, c'est-à-dire qu'en ordre croissante. Dans ce cas-là, mais ici il faut ranger les produits en ordre alphabétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir différents produits. Il faut que, même si on a les doublons de même produit, ils soient toujours en ordre de date, c'est-à-dire en ordre croissant de date. Donc ça c'est pour les tri stables. C'est un critère souvent très important quand on parle du côté de la base de données. Là on a souvent plusieurs critères de tri ou de conservation des données. Tout ça en fait c'est pour permettre de mieux d'optimiser c'est pour optimiser les requêtes lorsqu'on veut récupérer les données. S'ils ne sont pas bien rangés avec certains critères, ça devient compliqué. Donc, on va parler ici de selection sort et insertion sort. Donc, il y en a d'autres, mais pour le moment, on va s'attarder sur les deux là. Selection sort, on va regarder, on va chercher le plus petit élément. Donc, le premier tour, en fait, on va se positionner à l'élément 0. Donc, en se positionnant sur l'élément 0, on le compare avec tous les autres éléments de la suite du tableau. Et si on trouve un élément plus petit,
on switch avec lui. D'ailleurs, il passe à l'index 0 et voilà. Donc, en fait, on inverse les index, les positions. Et lorsqu'on a trouvé, en fait, l'élément 0 là devient fixe et puis on passe à l'élément d'indice 1, ainsi de suite, jusqu'à le dernier élément étant déjà le plus grand. Donc on va s'arrêter à l'élément n-2. Vu que dans un tableau, on part de 0 à n-1. Donc ça, en gros, c'est ce que j'explique ici. Donc vous pouvez mettre pause pour lire. Et du coup, on va prendre un exemple. Voici un tableau, le tableau originel ici. Le tableau d'origine. Comme ça, il n'est pas trié. Donc voici comment ça se passe. Au début, on a un curseur ici qui pointe sur le premier index. Et c'est lui qu'on considère comme le minimum. C'est pour ça que j'ai mis min en haut. Et l'index, en fait, c'est pour la suite du tableau. Parce que lorsqu'on finit avec tout ce qui sera avant le curseur, sera déjà trié. Et puis on continue à comparer avec les autres éléments du tableau. Donc ces autres éléments là, c'est ça que on appelle sous-tableau. Parce que c'est avec ça qu'on va traiter de l'index qui est à partir de celui-ci plus 1, dans celui qui est devant lui, jusqu'à la fin. Donc c'est un sous-tableau. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans l'algorithme, j'ai appelé ça cursor sub. Donc le curseur du sous-tableau, donc c'est pour les éléments qui sont après les éléments qui sont triés, qui sont derrière. Donc du coup, on a ce curseur-ci, donc c'est ce que j'ai appelé cursor ici. Donc déjà, vous avez le nom de l'algorithme, la description de l'algorithme comme ça. D'accord. Donc on va ranger dans un ordre ascendant, donc croissant. Et puis, j'ai défini le tableau, donc c'est des n integers. Donc vous avez vu la dernière fois, on peut écrire d'une autre façon. On peut écrire array, enfin, on peut faire 2 points comme ça. Array of n integers. Donc du coup, on a le tableau, on a les variables qui vont nous aider dans le code. Cursor sub et index min. Donc cursor, je vais vous expliquer ce qui est ici. Donc cursor sub, c'est ce qui est en bas. Et puis on a l'index minimum. Donc c'est une variable qui va nous aider en fait à chaque tour de boucle. Chaque fois qu'on va faire les comparaisons, s'il trouve un élément plus petit que lui, alors l'index minimum prend cet index là. Donc ça va nous aider en fait à faire le swap plus tard, quand on aura comparé avec tous les éléments. Du coup, voilà, donc quand on commence, on compare 6 avec 2. Vu que ça c'est le curseur majoritaire, donc on compare avec tous les autres avant d'avancer. 6 avec 2, c'est pas plus petit, on continue. 6 avec 5, avec 3, avec 8, c'est plus petit que 8. D'accord, donc quand on avance là, on arrive à 8, on voit que c'est plus petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le terme minimum ici sur 8. On va faire comme ça. Parce qu'en fait, non, c'est pas comme ça. Quand on va comparer ceci et ceci. Déjà, ceci va prendre 1000. Donc on compare en fait on compare comme ça avec 1000. Maintenant, quand on continue, on avance, on a 5. Donc on va comparer maintenant 2 avec 5. Encore. On compare 2 avec 5. Est-ce que c'est plus petit? Non. On compare 2. Parce qu'on se base maintenant sur le minimum. En fait, c'est l'index minimum qu'on va comparer avec, ainsi de suite. 2 avec 5. On compare maintenant 2 avec 3. 2 avec 8, 2 avec 4. Donc il n'y a rien qui est plus petit encore. À la fin, maintenant, on va faire un swipe.
un swap. Donc on va changer donc le minimum qu'on a ici et ceci, le curseur prioritaire. Donc on va changer, on aura donc plutôt 2. Dans le mieux, c'est que j'écris en bas. Petite précision, comme je fais de cette façon, c'est parce que j'ai pas encore du logiciel qui ne fait pas planter ma machine pour les animations. Donc, à partir de la prochaine playlist, il y aura une bonne. Je suis en train de tester plusieurs applications. Donc, quand je vais trouver une bonne app qui va me permettre de gérer sans avoir les bugs, ça, voilà. Donc, ce qui est sur d'office dans la prochaine playlist, j'aurai déjà trouvé. Et si je ne trouve pas, je vais trouver de toute façon une façon d'avoir une animation pour les vidéos, parce que c'est important. Depuis, je crois, quelques vidéos, il n'y a plus trop d'interprétation graphique. Donc, il faut absolument ça. Donc, on va intervertir 6 et 2, ça veut dire qu'on aura maintenant 2, 6, 5, 3, 8 et 4. D'accord. Et si vous avez bien suivi, vous savez que le curseur maintenant qui est ici au-dessus, il est là. Le curseur prioritaire et puis le curseur du sous-tableau, ça veut dire des éléments qui ne sont pas encore triés, qui sont devant. On a ce curseur à ce niveau. Donc, le curseur qui est en bas est toujours décalé par rapport à celui qui est ici. Donc, on va faire la même opération. On va comparer. Ici, c'est 5. 5 est plus petit. Donc, c'est lui qui va prendre l'index minimum. Donc, cet index minimum, c'est on vient le placer ici. Donc, comme c'est lui le minimum, c'est lui maintenant qu'on compare. Donc, on compare avec 3. Est-ce que c'est plus petit? Non. C'est ça, c'est plus petit. Non. C'est 4 est plus petit, oui. Donc, c'est lui qui prend maintenant le minimum. Voilà, vous avez compris en fait comment ça se passe. Ça prend le minimum. Donc, on va changer donc quoi, 4 et 2. Donc, on aura 4 et 6, pardon. Donc, on aura 2, 4 d'abord. Parce qu'on a interversé. Et 5, 3 reste pareil, 8. Et comme on a changé, le 6 se place maintenant ici. Donc, on va refaire encore la même chose parce que on va refaire la même chose, sauf que le curseur de prioritaire est maintenant à 5. Donc, c'est comme ça qu'on avance. On a d'abord ici, ensuite on passe ici, ensuite on passe ici au troisième, ainsi de suite, jusqu'à on va s'arrêter ici. L'index qui est ici, c'est l'index N-2. Parce que ça, c'est l'index 0. On s'arrête à l'index N-1. Ça, c'est l'index N-2. Voilà, donc. Et on commence à comparer avec l'élément qui se trouve à ce niveau. Donc, on va faire la même chose. Est-ce que 5 est plus petit que 3? Non. Est-ce qu'il est plus petit que 8? Oui. C'est plus petit que 3? Non. Donc, 3 prend le minimum d'abord. Maintenant, on compare 3 avec le reste. Est-ce que 3 est plus petit que 8? Non. Oui. Là, il reste minimum. Est-ce qu'il est plus petit que 6? Oui, il reste minimum. Et puis, on va changer 3 avec 5. Bon, quand on change, bon, déjà le premier, je crois que j'ai loupé quelque chose. Ici, je devais mettre 2. Je n'ai pas changé de place. Donc 2 et 6 comme ça. Et que c'est avec ça qu'on devait changer. Donc, je peux retirer le minimum ici. Donc du coup, on a 2, 6 comme ça. 2, 6, 5. Donc quand on aura maintenant, quand on a 2, 6 ici, ici là normalement on a 2, 3. Comme ça. Donc en gros vous avez compris le principe. Donc vu que j'ai pas de logiciel, j'ai pas fait une bonne animation, mais je crois que vous avez compris le principe. Donc on compare le premier élément avec tous les autres.
Si on trouve un plus petit parmi ces autres, on change. Et puis on compare le deuxième élément maintenant avec tous les autres, ainsi de suite. Et on s'arrête ici. Parce que, arrivé ici, on va comparer juste avec ceci. Et puis si celui-ci est plus petit, on change. Et ça sera le dernier changement. Donc voici l'algorithme sous forme écrite. Donc là, j'expliquais de manière graphique pour que ça soit un peu plus visible. De manière écrite, voici l'algorithme. Dans le pseudocode, on a le tableau d'entier, on a les curseurs, l'index minimum. Temp, en fait, c'est quand on veut switcher. Je vais vous montrer comment ça se passe pour switcher. Donc, c'est une variable temporaire. On garde la valeur d'une des deux variables. Et puis, vous allez voir comment ça se passe dans le code. Donc, on dit for cursor from 0 to n-2. Donc, vous allez remarquer que ici, là, comme j'ai dit, on va s'arrêter ici. Parce que le dernier échange va se faire ici. C'est ce curseur qui est au-dessus. Il part de celui-ci à celui-ci. Donc, à l'index 0 à l'index n-2. D'accord? C'est ça ici que j'ai écrit. Et maintenant, on dit for cursor sub allant de curseur plus 1 à n-1. Donc, c'est normal parce que celui-ci, on va le comparer avec tous les autres qui sont devant. Donc, c'est-à-dire de curseur, donc ce curseur-ci, plus 1. C'est pour ça que vous voyez de curseur plus 1 à n-1. Donc, n-, ça veut dire le nombre, ça veut dire le dernier index, l'index n-1. Maintenant, on dit qu'il faut comparer chaque valeur avec la valeur qui est considérée comme minimum et mettre à jour l'index minimum là. Donc, c'est en fait ce que j'expliquais. C'est-à-dire que quand on trouve un nombre qui est plus petit, il prend directement l'index minimum. D'accord? Donc, l'index minimum là, par exemple, dans le premier cas ici, on a vu que 2 était plus petit que 6. Donc, 2 a pris l'index minimum. C'est-à-dire que l'index min ici prend une valeur 1. Parce que la valeur 2 est à l'index 1. Donc, il prend l'index 1. Donc, initialement, j'ai considéré que l'index minimum, c'est le premier. C'est le premier index, c'est l'index 0. Mais en avançant, en comparant, on a vu qu'on a un autre qui est plus petit. Et c'est lui, et c'est l'index de celui-ci qu'on a mis à jour l'index minimum avec. Donc, d'où cette phrase ici. Tout ça. Donc, en algorithme pseudocode, vous pouvez écrire un ensemble d'opérations de cette façon. Donc, vous écrivez la première lettre, c'est un verbe en majuscule, et vous écrivez toute votre phrase, qui va symboliser un ensemble d'opérations, parce que c'est plusieurs instructions. Tout ça, c'est plusieurs instructions qu'on va écrire. Et quand on dit aussi update, update en fait, ça sera une seule instruction, mais voilà, c'est ça l'idée. Donc, au lieu d'avoir par exemple une fonction que vous avez déclarée qui va venir faire ça, cette partie, vous pouvez juste la décrire de cette façon, et en sachant que c'est quelque chose qui a plusieurs lignes d'instruction que vous allez faire derrière. Donc, on utilise cette manière d'écrire aussi lorsque on veut éviter d'avoir à utiliser une fonction. Généralement, c'est pour les fonctionnalités simples, assez simples quand même à faire quand on écrit de cette façon. Sinon, il faut toujours détailler. Si vous écrivez de cette façon, ça veut dire que c'est un truc assez simple ou bien il y a un truc que vous avez déjà eu à faire. D'accord? Donc, et ensuite, quand on a fini ici, et quand on a fini toutes les comparaisons là pour le premier tour, là c'était pour le premier tour à ce niveau. Quand on a fini de comparer avec tout ça, on fait maintenant un swap, c'est-à-dire qu'on change la valeur minimum là qui est dans le tableau avec la valeur du curseur. Donc comme on a fait ici, la valeur minimum on a trouvé c'était ceci 2 et la valeur du curseur qui est au début c'était 6. Donc on a interverti ces deux là et on fait la même opération ici dessus jusqu'à ce que le tableau soit complètement trié. Donc on va faire rapidement le test comme ça. Bon, ici je vais coder, mais pour l'autre, je crois pour l'autre j'ai déjà eu à coder ça. Ok, donc ça, bon, ça c'était pour les matchs, on n'est pas sur ça.
Donc on est à ce niveau. Selection sort. Donc on a un tableau qu'on définit. Bon, je suis pas vraiment obligé de définir en haut, mais on va essayer de suivre. Donc on a pris d'abord le tableau et original, enfin le tableau d'origine c'est 6, 2, 5, 3, 8, 4 comme ça. D'accord, on a défini ça. Maintenant pour les variables, bon vu que Python en fait, Python peut gérer les variables dynamiquement, vous n'avez pas besoin de dans certains langages, comme on va voir en C, c'est obligé de faire de cette façon, de déclarer d'abord les variables. Mais en Python, c'est pas vraiment obligé parce que Python est vraiment très dynamique avec les variables. C'est généralement les tableaux, bien certaines les fonctions qu'il faut d'abord déclarer. Bon, ça dépend vraiment, mais pour les variables, c'est très dynamique. Vous pouvez définir un peu près n'importe où. Mais bon, si vous voulez avoir du bon code propre, faites comme ceci, hein, parce que ça, c'est la bonne pratique. D'accord, mais pour l'exemple, je passe rapidement. Donc, on a dit que on fait for. Bon, j'ai appelé cursor dans l'algorithme, donc dans le pseudocode. Ici, là, on est dans le code, donc je vais juste mettre i. Le cursor, ça va s'appeler i. Donc, généralement, on va toujours utiliser i. For i, for I in range. Donc, quand on fait from telle valeur to telle valeur, on utilise range en Python. On ne fait qu'utiliser ça depuis toute façon. Et puis n-2, on peut utiliser la longueur du tableau. Et puis on fait -1 parce que en fait on fait -1, pardon, oui. Parce qu'en fait déjà la dernière valeur est exclue. Et si on veut exclure la dernière valeur maintenant du tableau, c'est-à-dire 4, on fait -1. D'accord. Bon. Bref, si vous avez vu dans la dernière vidéo, quand on utilisait juste len array. D'accord. Ça veut dire que ça partait de 0 à ceci. La longueur du tableau, c'est tout ça. C'est tout ça en fait. Parce que quand on utilise la fonction length, on a, ça compte comme en décimale. Enfin, comme on compte normalement 1, 2, 3 jusqu'à 6. Mais quand on travaille avec les tableaux, c'est avec les index de 0. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage qu'il faut toujours gérer. Il y a un décalage qui est en fait, bon, si vous avez compris, c'est géré automatiquement. For i in range. Donc on a un autre for, donc on va appeler ça j pour cursor sort in range. Bon, ça va aller on a dit cursor plus 1, donc i plus 1 à la longueur du tableau. Donc cette fois, on ne fait pas -1 parce que on s'arrête à la dernière valeur cette fois. Pas la dernière valeur -1. Donc on compare maintenant la valeur qu'on a considérée comme minimum. Donc déjà, comme on a considéré, on pouvait utiliser minimum, là j'appelle ça min ici. D'accord. J'ai dit que c'est 0. Donc du coup ici, je vais comparer mon array d'ordre minimum. Donc c'est la première valeur vu que j'ai déclaré à 0 au début. Je le compare avec, donc je dis if array, donc la valeur minimale du tableau qu'on a considéré comme la première valeur, si il est inférieur, s'il est supérieur à la valeur du curseur sur la c'est-à-dire j, si est comme ça, ça veut dire que ça veut dire qu'il n'est plus minimum, ça veut dire qu'il est plus grand en fait. Donc on va dire que minimum devient j, tout simplement. Parce que j c'est celui qui est devant. J en fait c'est celui avec, c'est l'index de la valeur avec lequel on est en train de comparer en fait. Donc ça coule sens. Donc quand ça va finir, on a fini avec la partie de l'algorithme ici. Donc on a comparé et on a update le minimum.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va swiper. Donc, je vous ai dit la mécanique pour swiper, on utilise une variable temporaire. Donc, je pouvais la déclarer en haut aussi ici, mais pas besoin. Vous voyez que j'ai utilisé i ici directement sans avoir besoin de le déclarer. Encore parce que ça se gère dynamiquement avec j. Donc ça c'est cursor sort que j'ai appelé i et j ici. Donc maintenant je vais utiliser index min, je vais utiliser temp ici que j'avais pas déclaré. Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est pas vraiment trop utile de déclarer en haut. D'accord. Et même min que j'ai utilisé ici, je pouvais me passer de mettre min égale à 0 en haut. Sauf que si je fais pas ça, on n'est pas sûr que min sera forcément égal à 0. Et imaginons que le premier index là, la première valeur, c'est effectivement la valeur minimale, c'est-à-dire que tous les autres sont supérieurs. On n'est pas sûr que la variable min sera... en fait, minimum ne va pas exister pour la suite du code, vu que ici, on n'aura trouvé aucune occurrence, c'est-à-dire qu'on n'aura pas cette opération qui est à ce niveau, min égale j. Donc, ça veut dire que minimum, la variable ne va pas exister, vu que c'est ici qu'on l'aura déclaré. On ne l'aura pas déclaré ailleurs. Donc, ça va causer une erreur. C'est pour ça que j'ai mis min à ce niveau. Donc, pour éviter en fait tous ces problèmes, il faut déclarer toutes ces variables en haut. Ça veut dire au tout début. Donc, le swipe, en fait, on a une variable temporaire comme ça. Donc TMP c'est pour temps temporaire. On va garder l'une des deux valeurs. Donc comme on veut swiper array minimum là et array d'ordre J, array d'ordre I, pardon, que c'est avec cursor. Comme on veut swiper ces deux valeurs ici, on garde l'une des deux valeurs. Donc soit array minimum comme ça dans la variable temporaire, soit vous pouvez garder cursor. Donc, si on garde cursor par exemple, on va avoir avec on a à garder cursor, avec qu'on peut changer sa valeur. On dit que cursor va prendre donc la valeur de min là. Et comme on a écrasé la valeur de cursor, mais il n'y a pas de problème. En faisant ceci, on supprime la valeur qu'il y avait dans le cursor. Mais on a sauvegardé cette valeur là dans temp. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit dans array donc minimum là, on va mettre ce qui est dans temp. Donc, et ce qui est dans temp, c'est ce qu'on avait dans cursor. Donc, c'est pour conserver en fait l'une des valeurs avant d'écraser cette valeur avec la nouvelle valeur et l'autre variable si qu'on veut mettre à jour. On met la variable, on met le contenu de temp parce que c'est lui qui contenait l'autre. Donc, c'est un peu ce jeu là qu'on fait pour échanger les valeurs. Donc, généralement, je préfère d'abord. Je préfère garder d'abord min, puis quand j'ai gardé, je mets la valeur de array cursor et à la fin on dit dans array cursor. Bon, c'est juste question de... Vous faites comme vous voulez, hein, c'est juste que je préfère faire comme ça. Du coup, c'est tout. Hein. Maintenant, à la fin, vous avez votre tableau trié. Donc maintenant, j'affiche juste le tableau pour voir si c'est effectivement trié. Je ne sais pas si vous voyez, mais en plein écran. Donc là, je vais splitter et lancer mon programme ici. Temp.py. Vous allez voir que j'utilise beaucoup le mot temp. Enfin, vous allez généralement voir ça. C'est pour les fichiers. Quand vous voyez temp.py comme ça, c'est un fichier que après il va supprimer. Donc c'est temporaire quoi. Donc, vous allez beaucoup voir j'utilise temp, variable temporaire comme ici. Ailleurs vous aurez à voir beaucoup de temp comme ça. C'est Python 3. Il y a une erreur avec cursor. Ah voilà. Donc dans le code, je crois j'ai utilisé cursor au lieu de mettre i. Parce que dans notre code, on n'a pas utilisé cursor, on a utilisé i. Les erreurs qui peuvent arriver. Donc, je relance. Voilà, c'est trié 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sachant que le tableau de base c'était ceci. Donc, pour être sûr, on peut faire un affichage d'abord du tableau de base.
et qu'on affiche d'abord notre A réussi et on réaffiche après avoir trié. Donc on aura deux affichages. D'accord, voici le tableau d'origine et voici le tableau trié. Donc ça c'était pour notre selection sort. Donc selection pourquoi? Parce que on sélectionne un nombre, d'accord, on sélectionne une valeur dans le tableau, dans la partie triée. Donc on considère qu'à partir d'ici c'est à trier. Donc vu que c'est une seule valeur, c'est une seule valeur parmi aucune autre valeur, c'est déjà trié. On la sélectionne, on compare avec tous les autres pour voir s'il y a plus petit que lui. Ensuite, si on ne trouve pas, de toute façon, notre partie triée ici aura une seule valeur qui sera la valeur la plus petite. Et puis on passe à la prochaine valeur. Et quand on sélectionne la prochaine valeur, on compare avec tous les autres, ainsi de suite. Donc c'est d'où le nom Selection Sort. Dans Insertion Sort, maintenant, l'idée c'est que chaque valeur, depuis l'index 1, on va en fait faire une insertion de la valeur du sous-tableau dans les valeurs précédentes. Donc, ici c'est un peu plus simple à comprendre parce que vous avez un tableau comme ça. Vous devez juste changer, vous devez interchanger la valeur suivante avec la valeur précédente s'il est plus petit, ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe. Donc si j'efface ici, vous avez ceci, on va prendre le même tableau ici, vous avez ici ces deux. Donc ici maintenant c'est un peu l'inverse de l'autre parce que on va considérer ça comme un sous-tableau, d'accord. Et puis on va commencer, l'index prioritaire sera à ce niveau. Ici c'est l'index prioritaire, donc on va comparer avec toutes les valeurs qui sont derrière lui. Donc en fait on va comparer et changer directement de place. Donc on compare est-ce que lui est plus petit que celui qui est là. Non. Si oui, on échange, ainsi de suite. Donc ici on a juste une seule valeur. Si on passe au suivant, ça veut dire que bon, il est plus petit effectivement, donc on va changer de place. Ça veut dire qu'on aura deux, et puis on aura 6 ici. Là maintenant on a notre prochain sous-tableau comme ça. Donc c'est un peu l'inverse de l'autre. Bon, pas vraiment l'inverse, mais... Et voilà. Là on passe maintenant à celui-ci. On va comparer avec toutes les valeurs qui sont derrière. Vous voyez que toutes les valeurs du sous-tableau derrière là. Donc est-ce que c'est un plus petit que 6? Oui. Donc on va échanger. Ici on aura 6. Ici on aura 5. Maintenant on va toujours le comparer avec lui. Avec deux. Les plus petits, non. C'est fini, c'est terminé pour celui-ci. On passe à celui-ci. Donc on a maintenant notre tableau, sous-tableau qui est là. Donc on va comparer 3 avec lui. Est-ce qu'il est plus petit? Oui, il va passer. On va comparer avec 5 aussi. Est-ce qu'il est plus petit? Oui, il va passer. Donc il va se retrouver à ce niveau. Et bon, comme on aura fait un switch, la première fois on aura 6 ici. Et puis la deuxième fois on aura, donc ça veut dire que devant on aura en fait on aura 2, 3. Bon, je devais aller pas à pas. Donc on va changer avec celui-ci parce que il est plus petit que lui. Et puis on va changer, on va comparer maintenant celui-ci avec celui-ci. Est-ce qu'il est plus petit? Oui, il va s'y passer. On aura 3 ici, on aura 5 là. Donc, et puis quand on va comparer avec lui, bon, il n'est pas plus petit, on s'arrête là. Donc on a 2, 3, 5. Donc on fait la même chose. 6 va se comparer avec lui. Est-ce qu'il est plus petit? Non, on va se comparer, non. Donc on aura ça. 8, on va comparer, non, il n'y a rien. 4, on va comparer, il va
Donc je peux retirer les sous-tableaux, vous avez compris la logique. Donc le dernier, ça sera 4. Bon, 4 est plus petit que 8, donc il passe ici. On va comparer 4 avec 6 là. Il va aussi passer, on aura 4 ici, on aura 6 ici. Et puis on va comparer avec ceci, donc il va aussi passer, on aura 4 ici, on aura 5 ici. Et puis on va comparer avec 3, non il passe pas, 2 il ne passe pas. Donc d'office, quand il trouve déjà un nombre qui est plus petit que lui, on va s'arrêter d'office. Donc c'est un peu ça, comment ça fonctionne, c'est un peu plus simple à comprendre. Insertion sort, donc voici les mêmes déclarations que tout à l'heure, mais on n'a plus besoin d'index min en fait, parce qu'on fait juste les switch comme ça. Maintenant ce qui change, c'est la boucle for. On va commencer de 1 à n-1. Donc 1 à n-1 comme j'ai dit, parce que donc je reviens à l'original du tableau. On va commencer à n-1. On va aller de 1 à n-1. Donc on commence ici. Parce qu'on passe dans le sens inverse que tout à l'heure. Et puis le sous-tableau, c'est de 0 à... Voilà, quand on voit curseur sobre, c'est de 0 à curseur moins 1. Donc, comme ici, vous voyez que ça part de 0 à le curseur moins 1 à 0 toujours. Donc quand on a un seul élément, ça part de 0 à 0. Donc on reste ici. Quand on passe au suivant, ça part de 0 à curseur moins 1. Donc si le curseur est à ce niveau, ça part de 0 à curseur moins 1. Donc ça part de 0 à 1. Le curseur est à 2. On fait 2 moins 1, donc de 0 à 1. Donc vous avez compris la logique. Et donc, on va faire rapidement le test. Ceci est plus facile à comprendre que l'autre. Si vous avez des problèmes à comprendre ces deux algorithmes, de toute façon, je vous invite à réessayer ça vous-même. D'accord, à réessayer d'écrire votre algorithme comme ça vous-même et à implémenter vous-même. Je crois avoir dit ça dans l'autre vidéo. C'est important pour vraiment comprendre la suite, parce qu'après, il y a des choses encore plus compliquées. Ceci va vous introduire à travailler votre esprit logique. Donc, on va regarder le même arrêt. L'affichage, on va regarder minimum, on n'a plus besoin de ça. Et ce qui change, c'est à partir d'ici. On garde le dernier affichage pour lorsque ça sera trié. Donc, retire le mode plein. On va commencer à ce niveau, c'est ici qu'on commence. Donc, c'est la boucle for. C'est for. On appelle le curseur plutôt i. In range qui va de 1 à n-1. Donc, longueur du tableau juste comme ça. Puis, on a notre for, on appelle ça j. On part de 0. On fait in de 0 à curseur moins 1, donc i moins 1. Comme ça. Et puis le swap, on swap la valeur. On swap la valeur A régie. Et qu'on garde d'abord A d'ordre J. On vérifie. Et vous voyez que ceci là, il y aura plusieurs choses. Il y aura la vérification aussi, que je n'ai pas précisé dans l'écriture de l'algorithme. Donc on vérifie d'abord si le arrêt d'ordre J est inférieur. S'il est inférieur à arrêt d'ordre I. Si c'est le cas, on va donc swapper ces valeurs. Il y a une petite nuance ici, c'est pas avec I, mais c'est avec J moins 1, comme ça. Parce qu'on compare avec la valeur précédente à chaque fois. Il y a une petite nuance ici, je pense que je n'ai pas tenu compte de ça. Bon, je vais essayer d'ouvrir ici.
Je vais voir le fichier où j'ai insertion sort. Donc je vais ouvrir directement le fichier parce que je crois que j'ai corrigé ça dans le fichier. Ok, ceci ne va pas donner avec de cette façon, dans la façon dans laquelle je partais. Donc pour gagner en temps, je vais ouvrir ça de ce côté. Insertion sort.py, insertion.py. Ok, 6, 2, 5, 3, 8, 4. Je crois que c'est le même tableau. 6, 2, 5, 3, 8, 4. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y a une petite nuance ici. Donc, pour i allant de 1 à 6, bon, là j'ai mis 6, mais vous pouvez mettre longueur du tableau comme tout à l'heure, c'est pareil. J'ai mis 6 parce que je connais il y a la longueur du tableau. Ok, faut pas oublier que le tableau, si ça peut venir d'un programme, enfin, ça peut être aléatoire, donc c'est souvent bon d'utiliser ce genre de fonction comme ça. On n'utilise pas la taille directe, mais on utilise une fonction qui nous donne la taille. Parce que ça peut être, le tableau peut être donné dynamiquement. Donc par un autre programme, ou bien, je sais pas, par un réseau, je sais pas, ça dépend de l'application. Ok, bon, je vais agrandir. On va dire maintenant for J in range. Donc déjà, j'affiche d'abord le tableau à chaque fois. Donc ici, c'était une vérification que je faisais pour afficher à chaque fois et voir comment ça soit. Ça change les valeurs. Donc vous avez l'occasion de voir étape par étape comment le tableau évolue. On pouvait faire ça aussi dans l'autre, mais bon, c'est pas trop. Vu que j'ai expliqué déjà avant d'implémenter, c'est pas important. Donc vous voyez que ici là, je pars dans l'ordre inverse. Donc c'est la petite nuance parce que, comme j'ai expliqué ici, vous voyez ce tableau, on part dans l'ordre inverse des index, de l'index J. Donc par exemple, quand on est à cette étape, bon, on va supposer que le sous-tableau c'est à trier. Bon, il n'est pas trié, mais on va supposer que c'est à trier. Donc quand on est à ce niveau-ci, l'index du bas, c'est-à-dire que l'index qui parcourt le sous-tableau, ça commence au dernier élément du sous-tableau. Et l'index qui parcourt le grand tableau, c'est-à-dire l'index majoritaire, il est à ce niveau. Donc, vous voyez que celui-ci va aller du dernier au premier élément. C'est pour ça que c'est la petite nuance ici. Vous voyez que j'ai utilisé range qui part de i-1 à -1. Donc i-1, pourquoi? Parce que c'est le curseur ci -1. D'accord? Ce curseur ci est égal à ce curseur -1. Et qu'on rentre en arrière de -1. Maintenant, on s'arrête à -1. Donc -1 parce que, comme j'ai eu à expliquer plusieurs fois, la fonction range, en fait, la borne finale c'est exclue. Donc normalement je devais dire je m'arrête à 0 parce que le dernier index c'est 0. Mais si je dis 0, celui-ci sera exclu vu que la fonction range exclut la borne finale. Donc je mets -1 plutôt pour que ça inclue la borne finale qui est 0 pour nous. Donc ça part de i-1 à -1. Et je mets le step. Il faut mettre le step, sinon ça va aller dans l'ordre normal. Donc, sinon ça va aller en fait ça va pas fonctionner normalement. Il faut mettre -1 pour dire que je pars dans l'ordre décroissant. D'accord? Donc je pars d'un grand nombre vers un petit nombre. Donc ça c'est la petite nuance ici. Mais il y a différentes façons de faire. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il y a vraiment énormément de façons de faire. Si vous faites votre algorithme et que vous faites votre cours, vous allez voir que ça ressemblera très peu probablement à ce que j'ai. Pour tout ce qu'on a fait à partir de la dernière vidéo là, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, vous allez voir que si vous implémentez vous-même, il y aura des différences. Donc vous pouvez même faire avec la boucle while au lieu d'avoir for. Vous pouvez faire avec la récursion. D'accord, vous pouvez faire avec une logique totalement différente. Donc ça c'est la logique que j'ai choisi de faire
quand je l'ai implémenté par moi-même, parce que j'ai copié ça nulle part, c'est par moi-même que j'ai fait ceci. Donc, on va parcourir comme ça le sous-tableau. Ça, c'est pour J qui parcourt le sous-tableau. Et maintenant, on vérifie donc si la valeur I là est supérieure à J. Et que si la valeur qu'on a ici est supérieure à la valeur qu'on a ici. Si c'est supérieur, alors on sort directement parce que vu que ce tableau, j'ai dit qu'on suppose que c'est à trier. Vu que ce tableau est trié, on n'a plus besoin d'aller encore de comparer avec tout le reste derrière. Vu que c'est à trier, avec forcément, comme moi je suis supérieur à lui, je suis supérieur à tout le reste. Donc on fait un break. Le break permet de sortir de la boucle for, dans cette boucle for aussi. Donc de passer au prochain tour. Le prochain tour, ça veut dire qu'on passe à lui. Et puis le sous-tableau devient les 4 éléments qui sont ici. On fait un break. Si on ne fait pas le break là, on fait plutôt ceci. Donc vous voyez que j'ai évité d'utiliser encore if else. D'accord. Donc dans la dernière vidéo, j'ai expliqué que généralement il faut éviter d'utiliser le else. Quand on va avancer, je vais vous donner des explications plus approfondies pourquoi c'est mieux d'éviter le else. Ça permet d'éviter, bon, ça évite déjà les erreurs de logique, certaines erreurs de logique, mais ça permet d'éviter aussi d'avoir une surcharge. Donc vous aurez cette explication plus tard. Donc si on ne fait pas le break là, ça veut dire que je suis forcément plus petit. Donc on fait l'échange. Et ça va se faire ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve un nombre qui est plus petit que lui. Et qui est plus, ça veut dire qu'on trouve le nombre I qui est plus grand que le nombre qui agit. Donc ça va changer comme ça, changer. Et vu que le curseur part en arrière, donc ça compare avec lui, on change, compare avec lui, on change, compare avec lui. Si arrivé ici par exemple, je suis à plus grand, m'arrête ici, break, pap, ça me permet de passer à l'étape suivante. On met le curseur ici et on compare avec le sous-tableau qui part de là à là. J'espère que j'ai bien expliqué, enfin du mieux que je peux. C'est pas évident d'expliquer ces concepts-ci. Il y a encore des algorithmes beaucoup plus compliqués, comme ce qui vient après, c'est le merge sort. C'est assez complexe, et quick sort, double sort. Donc c'est des choses que je vais revenir dessus parce que j'ai envie de parler d'abord d'autres choses. Bon, toujours dans le C, parce que c'est dans le C que vraiment on va parcourir tout ce qu'il faut pour coder. Je pense qu'on va parcourir tout ce qu'il faut. Dans la suite, après le C, là, ça sera vraiment très pratique. Il n'y aura plus de théorie. On va prendre des mini-projets, directement faire des mini-projets avec les autres concepts qu'il y aura à apprendre. Ça sera vraiment plus pratique après. On a aussi les tri en temps linéaire. Donc on va aussi parler de ça, mais pas maintenant. On va parler de ça toujours dans la partie du C. Donc je renvoie déjà beaucoup de parties dans cette playlist, dans le C, parce que le C nous permet de travailler directement avec la mémoire. Et ça serait plus intéressant d'expliquer ces choses-là à partir du point de vue du C, pas avec Python, parce que vous allez voir vraiment plus de détails et ça sera plus lisible. Encore si je vous explique certains trucs ici, comme le merge sort, quick sort, bon, vous pourrez peut-être appréhender en surface, mais pas à profondeur. Donc ça sera tout pour cette vidéo. On a parcouru les deux sortes qu'on devait faire. Et bon, en termes de complexité, en temps, ici on a n carré parce que on a une imbrication de boucle for. On a une boucle for dans une boucle for. Donc c'est pour ça qu'on a n carré. Et c'est pareil ici, on a une imbrication comme ça. C'est pour ça qu'on a une complexité de n carré en termes de temps. En termes d'espace, c'est O1 dans les deux cas aussi. Donc les deux ont plus ou moins la même performance. Plus ou moins. Maintenant, il y aura des différences à partir du merge sort, quick sort, double sort. C'est à partir de là qu'on aura les complexités en temps différents. Le merge sort, quick sort, déjà d'office, c'est plus rapide que ce qu'on vient de faire.
Donc en gros c'est tout ce qu'on devait faire pour cette vidéo. Donc la prochaine vidéo ça sera sur, si je me trompe pas, on va parler du hashing. Non, on va parler d'abord des arbres binaires, donc les arbres en tant que structure de données, donc les structures de données en arbre. Bon, cette vidéo a été un peu tortueuse à faire. Je vous dis pour la prochaine vidéo et vous portez bien, Nakama. Je fais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai dans le ventre comme un cépou.